Comment Miss Jane Buxton, en s'associant sous un pseudonyme à l'expédition de la mission Barsac, finira-t-elle par découvrir la vérité sur ce qu'il est advenu de son frère disparu ? C'est une bien curieuse aventure qui commence ici, à Londres, avec l'audacieux cambriolage d'une agence de la Central Bank, une importante banque d'Angleterre. Mais détail curieux, il s'avéra le lendemain que le directeur de l'agence, Mr. Lewis Robert Buxton, avait disparu et plusieurs indices laissaient penser qu'il était partie prenante dans ce vol. Mais il était trop tard, car la nuit même du vol, dans le port de Southampton, 5 hommes avaient embarqué chargés de plusieurs colis et d'une grande malle très lourde à bord d'un steamer. Ce bateau de marchandises prit aussitôt la mer à destination de Cotonou, port du Dahomey, en Afrique. Au même moment, à Conakry, dans le chef-lieu de la Guinée française, une expédition était alors sur le point de mener une importante mission sous la direction de 2 députés dans le but de résoudre un débat virulent qui s'était tenu il y a peu à l'Assemblée nationale. Le député Barsac, un méridional au verbe sonore, avait en effet proposé que les populations noires des colonies françaises puissent avoir les mêmes droits que ses conquérants, et notamment le droit de vote. Mais un autre député, du nom de Baudrière, représentant un département du Nord, s'était opposé farouchement à ce projet qu'il considérait dangereux. Le débat devint passionné au sein du Parlement. C'est alors qu'un député excédé s'écria « Puisqu'on ne peut pas s'entendre, qu'on aille y voir !» C'est ainsi que les députés Barsac et Baudrière se retrouvèrent à la tête d'une expédition chargée d'effectuer un voyage d'études dans la région du Soudan, vaste comme 3 fois la France, pour constater si les populations noires pouvaient obtenir ces droits. Mais alors même que l'expédition est sur le point de quitter Conakry, le député Barsac reçut une curieuse visite, suivie d'une non moins étonnante demande de la part d'un étrange duo constitué d'une ravissante jeune femme, mademoiselle Jane Mornas, accompagnée d'un homme nettement plus âgé, membre de sa famille, monsieur Agénor de Saint-Béran. Ayant l'intention de faire, pour leur plaisir, un voyage dans l'intérieur du pays, ils venaient demander s'il était possible de venir se joindre à l'expédition. Et c'est ainsi que cette importante mission se trouve agrémentée de ces 2 nouveaux personnages. Le voyage d'études démarre. Barsac, sans relâche, rencontre les indigènes, leurs chefs, afin de pouvoir se faire une idée plus précise sur les populations de ces colonies. Mais très rapidement, des faits étranges, des retards inexplicables, provoqués par les guides, perturbent la marche de l'expédition. Ce qui n'aurait dû être qu'une promenade dans des colonies censées être pacifiées se heurte à des résistances. Mademoiselle Jane Mornas révélera également à plusieurs occasions son courage et sa détermination dans des situations critiques et sa connaissance des langues locales. Ainsi, un soir, à la nuit tombante, la mission se retrouve face à une foule de plusieurs centaines de Noirs hostiles et armés. C'est alors que le cheval de monsieur de Saint-Béran, effrayé par les clameurs malveillantes, s'emballe, faisant chuter son cavalier au milieu des indigènes. Mademoiselle Mornas lance alors à toute bride son cheval parmi les Noirs. 20 saguets sont dirigés contre elle. « Silence ! Je suis une sorcière !» crie-t-elle dans la langue des indigènes, tout en brandissant une lampe de poche qu'elle allume et éteint alternativement pour bien montrer qu'elle dispose du feu et de ses éclairs. À cette vue, les hurlements cessent et tous forment autour d'elle un cercle respectueux. Décidément, cette jeune femme ne manque ni de culot ni d'audace. Son secret sera progressivement dévoilé et elle finira par confier à ses compagnons de route sa véritable identité et les raisons de son voyage. Son nom est Jane Buxton et
Et je vous laisse découvrir par vous-même son histoire et le but de son voyage en Afrique en vous plongeant dans ce roman. Cependant, des faits étranges perturbent chaque jour la mission. Lors d'une étape, dans une tribu, leur guide insiste lourdement pour qu'ils aillent consulter un Kenya Lala, une sorte de sorcier pouvant lire dans l'avenir. Celui-ci regarda M. Barsac d'un air menaçant et lui dit « Au-delà de 6 casseaux, je vois des blancs. C'est pour vous l'esclavage ou la mort. » Une nuit, nos héros sont soudain réveillés par un bruit étrange, un puissant bourdonnement que nul ne pouvait expliquer. C'était comme un ronflement colossal, analogue à celui d'une machine à vapeur. Et le plus singulier, c'est qu'il venait du ciel. Le camp semble alors frappé de terreur. Ce curieux bourdonnement sera de nouveau perçu les jours suivants, sans jamais pouvoir déterminer son origine. Chose étrange, de curieuses et profondes ornières rectilignes dans le sol sont également découvertes. Plus grave, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'intérieur des terres, ils découvrent des villages dévastés et une population massacrée abominablement. Bientôt, l'impression bien désagréable qu'ils sont épiés, que leurs faits et gestes sont en permanence observés, ne fait plus de doute. Une nuit, le campement de nos héros est soudain réveillé par un bruit infernal, celui du bourdonnement des autres jours, de ce mystérieux bruit venu du ciel, mais cette fois, en plus intense. Ils sont éblouis par des lumières fulgurantes, puis sont attaqués, bousculés, ligotés, entraînés vers des machines inconnues qui les enlèvent dans les airs. Barsac et ses compagnons se retrouvent prisonniers d'hommes blancs à la mine patibulaire. Les machines volantes les emmènent en plein cœur du désert, dans une cité inconnue au milieu de bâtiments et d'installations techniques surprenants. Cette cité, qui se nomme Blackland, se révèle être dirigée par un personnage redoutable du nom de Harry Killer. Ce terrible gangster est à la tête de toute une organisation qui asservit la population noire qui se retrouve esclave. La dévastation des villages s'explique par les razzias, faites par les hommes de Harry Killer pour constituer son personnel. Mais d'où viennent les moyens colossaux mis en œuvre par ce Harry Killer pour créer une telle cité? Et surtout, comment est-il possible de la faire vivre en plein cœur du désert? D'où vient l'eau nécessaire pour les travaux agricoles? Et ces engins volants, toute cette technologie que découvrent ahuris nos héros, l'énergie colossale mise en œuvre pour faire fonctionner cette machine? Qui en est à l'origine? La réponse à ces questions va venir quelques jours plus tard. Une nuit, profitant d'une tempête, nos héros arrivent à s'évader de leur prison. Mais ils ne peuvent cependant s'extraire de la ville qui est cernée par de hautes murailles. Ils finissent par se réfugier dans un curieux bâtiment qui se révèle être une usine surmontée d'une haute tour. Ils y découvrent un bien étrange personnage, le directeur de cette usine, un savant français du nom de Marcel Camaret. Les ouvriers de cette usine n'étaient pas loin de considérer leur directeur comme un dieu. Je vous laisse découvrir les conditions de vie particulières au sein de cette usine coupée du monde et ses relations avec Harry Killer. Et une chose est certaine, la puissance technique colossale du maître de la cité de Blackland vient de Marcel Camaret. Un ingénieur aussi exceptionnel que distrait et rêveur, une machine à penser prodigieuse, inoffensive et terrible. Si Harry Killer était un bandit, il avait eu le mérite de comprendre quel parti il pouvait tirer du génie méconnu de tous. Le hasard ayant mis Camaret à sa merci, il avait fait miroiter aux yeux du savant la réalisation de ses rêves. Il l'avait entraîné jusqu'à ce point du désert où s'élevait maintenant Blackland et avait dit qu'ici tombe la pluie promise. Et la pluie, docilement, s'était mise à tomber. Camaret, depuis lors, vivait dans une fièvre perpétuelle. Toutes ces chimères, il les avait matérialisées successivement. Après la machine à provoquer la pluie, son cerveau avait produit 100 autres inventions dont Harry Killer avait bénéficié
sans que leur auteur s'inquiétât jamais de l'usage qui en était fait. Mais lorsque Marcel Camaret découvre, grâce à Barsac et ses amis, les véritables buts d'Harry Killer, l'ingénieur est bouleversé. Pour la première fois peut-être, il quittait le domaine de la pure abstraction et prenait contact avec la réalité. Quoi? Lui qui n'eût pas écrasé un insecte, il avait sans se douter de rien vécu de longues années auprès d'un être si malfaisant. Quant à mademoiselle Jane Buxton, elle pourra enfin avoir la réponse aux terribles questions qu'elle se pose sur le destin de l'un de ses frères. Elle découvrira également à Blackland, dans les cachots d'Harry Killer, son autre frère, Lewis Robert Buxton, c'est-à-dire le directeur de l'agence bancaire de Londres, celle-là même qui avait été cambriolée au début de cette aventure. Comment se termine cette étonnante histoire? Je puis juste vous révéler qu'un combat à mort terrible opposera les deux têtes de Blackland, Harry Killer et Marcel Camaret, provoquant la destruction totale de la cité. Ce fabuleux cycle des voyages extraordinaires, qui avait commencé par un pur voyage d'exploration de l'Afrique avec 5 semaines en ballon, s'achève ici après 2 dernières aventures africaines, dont l'invasion de la mer, interrogeant clairement la problématique du colonialisme. Si l'écriture de cette aventure de la mission Barsac avait bien été commencée par Jules Verne, c'est son fils, Michel, qui va achever l'œuvre de son père. Dans ce roman, Michel Verne met en scène un reporter, Amédée Florence, qui, censé être le narrateur de cette aventure, aurait, à son retour en France, publié le récit en le camouflant sous la forme d'un roman. Et c'est certainement avec malice que pour clore cette fois définitivement l'aventure des voyages extraordinaires commencés il y a un demi-siècle, que Michel peut enfin écrire le grand mot, le mot sublime, le roi des mots, le mot fin.